Bonsoir à tous et merci de suivre Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et ce soir, nous parlons de réconciliation nationale. Depuis la lettre du président Blaise Compaoré à son successeur, le président Roch-Marc Christian Kaboré, la question de la réconciliation a refait surface au Burkina Faso. Et comme d'habitude, la forme divise opposition et majorité, partisans ou pourfendeurs. Mais quelle forme de réconciliation a-t-on besoin au Burkina? Ce soir donc, nous avons sur ce plateau, comme je le disais tantôt, l'ancienne majorité face à la nouvelle majorité. Et nous allons nous poser trois bonnes questions. Quelle forme de réconciliation a-t-on besoin? Qui se réconcilie avec qui? Et puis enfin, nous allons aborder la question de la lettre du président Blaise Compaoré. Et comme invité ce soir, nous avons l'honorable député Lassina Ouattara. Il est là au nom du mouvement de peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. Avec nous, M. Alpha Yago. Il est là au nom donc du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et avec nous, M. Emmanuel Lankwandé, du Nouveau Temps pour la démocratie. Il est de la majorité présidentielle. Avec nous aussi ce soir, M. Amadou Traoré, du Parti Les Républicains. Il est donc de la CODER. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant tout, nous sommes à Controverse. C'est une émission de débat contradictoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord forcément sur le plateau, mais ce qu'on demande, c'est la courtoisie et la responsabilité dans les propos parce que nous sommes en direct. Et ce soir, je vous pose la question, d'abord je commence par là, quelle forme de réconciliation, le temps de dire aux téléspectateurs qu'il est possible d'intervenir à l'heure de l'émission au 25 40 79 03. Alors, messieurs, quelle forme de réconciliation faut-il justement pour le Burkina? Merci beaucoup, monsieur Gongo. D'entrée de jeu, je pense qu'il est souhaitable que je puisse faire mienne, en tout cas, une célèbre citation de monsieur du pasteur Martin Luther King, qui a été un des chantres de la lutte donc, pour la promotion des droits civiques, des Noirs américains au niveau donc, des États-Unis. Donc, il disait que nous devons tous apprendre à vivre ensemble comme des frères, au cas échéant, donc nous serons donc condamnés à périr comme des idiots. Autrement dit, dans une situation de crise profonde, comme c'est le cas dans notre pays, dans un contexte généralisé de division, de désunion à tous les niveaux et dans tous les compartiments de la société, il est bon que les plus hautes autorités, en collaboration et en accompagnement avec l'ensemble des forces vives de la nation, puissent réfléchir ensemble pour définir les contours donc d'une réconciliation nationale. Je suis content d'avoir le grand frère Traoré à mes côtés, donc de la CODER, qui a eu le flair, l'intuition donc de porter cette question très tôt et qui l'ont même consigné dans un document qui a été porté par la suite par le CEFOP et transmis au chef de l'État. Il y a de cela, je pense, largement plus d'1 an, peut-être même 2 ans. Certainement, M. Traoré reviendra là-dessus. C'est pour dire donc qu'il y a donc des pistes de réflexion au niveau de l'opposition d'une manière générale autour de cette question, y compris donc de la société civile, pour examiner ensemble. Parce que quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a des divergences, il y a des dissensions, il y a des contradictions, il y a peut-être même des inimitiés au sein donc de différents groupes sociaux dans un même pays. Et donc pour pouvoir recoller les morceaux, réinventer le vivre ensemble, si cela vient d'une seule partie, c'est comme une forme d'imposition et généralement ça bloque. Donc il est nécessaire donc pour cette forme-là que l'ensemble des compartiments, l'ensemble des acteurs donc impliqués dans cette crise-là puissent apporter leur contribution. Monsieur de la majorité, vous dites oui, réconciliation, mais justice d'abord. Bon, d'abord je voudrais, tout en vous remerciant pour cette invitation, tout de suite dire que je ne suis pas d'avis avec cette situation apocalyptique que mon frère Yago vient de dépeindre. Le Burkina
n'est pas vraiment autant en crise. Nous sommes d'accord, c'est vrai, qu'il faut que les Burkinabés, j'allais dire, s'entendent sur un certain nombre de valeurs qui ont toujours fondé cette nation, sur un certain nombre de principes. Étant entendu que nous sommes en démocratie, la contradiction, elle va toujours exister, mais il ne faut pas que la contradiction occulte l'essentiel, comme il a dit, le vivre ensemble, le construire le Burkina Faso pour tous et par tous. Ça, on est d'accord. Et peut-être aussi faut-il qu'on puisse situer dans le temps, justement, d'où est parti, justement, j'allais dire, cet effritement de la cohésion sociale. Il faut qu'on peut-être marque un peu dans le temps. Allons directement parce qu'on n'aura pas ce Voilà. temps puisque le temps de cette émission ne suffira pas forcément. C'est votre position là-dessus qu'on peut résumer. Notre position est claire, c'est comme on l'a dit, c'est connu. Dans toutes les situations, aujourd'hui on parle par exemple de justice transitionnelle, même à ce niveau, toute la lecture là, qui abonde là-dessus, ça n'occulte pas la justice, ça n'occulte pas la vérité. Donc je pense qu'il y a des torts qui ont été certainement commis, mais pour réparer ces torts, pour, j'allais dire, apaiser les cœurs, mais il va falloir, comme on dit quelque part, on réconcilie des choses, des gens. Donc il y a quelque part quelqu'un qui a subi un tort et quelqu'un qui est auteur du tort. Donc il faut que ces deux soient identifiés. Voilà, il n'y a que la justice pour le faire. Qui doit-on donc réconcilier? D'abord, Monsieur Traoré. Merci, parce que vous portez justement le sujet depuis 2 ans. On a eu le temps d'en parler sur ce plateau. C'est vrai. Mais pour répondre à la question directement, je dirais qu'il faut au Burkina la justice qui permet de retrouver la cohésion sociale et l'unité nationale afin de reprendre rapidement le développement. C'est ça qui est essentiel. Maintenant, il revient au Burkinabé de retrouver cette justice. Si nous pensons que c'est la justice telle qu'elle existe dans nos textes qu'il faut, ben, il en sera ici. Et si nous décidons qu'il faut une justice autrement envisagée, il le faut. Mais mon voisin a dit tout de suite là, la CODER, depuis 2016, nous avons lancé la quête de réconciliation nationale. Et à l'époque, il n'était pas facile de parler de réconciliation. Nous avons pris en tout cas toutes sortes de sales mots. 1 an après, nous avons commencé à parler de justice traditionnelle en nous disant que c'est la justice qui nous paraît nécessaire d'aller rapidement à la réconciliation afin de reprendre le développement. Parce que ce qui est important lorsqu'on sort d'une crise, c'est que le développement reprenne, la production reprenne. Autrement, justice traditionnelle, c'est-à-dire une justice qui ne repose pas forcément sur les bases classiques. Qui ne repose pas forcément, parce que la justice traditionnelle, ce n'est rien d'autre que... Voilà, merci, ce n'est rien d'autre que élever à l'échelle de l'État des modes de règlement des conflits à un niveau élevé qui permet de reprendre la vie en commun, ce qui n'est pas toujours possible avec la justice classique. Et il est important que je lève... on a toujours pensé que la justice traditionnelle, c'est du non-droit. Non. La justice classique, il y a la vérité, mais la méthode de quête de vérité n'est pas ce qui s'est fait avec la justice traditionnelle. En matière de justice classique, c'est le juge qui vous contraint à dire ce que vous voulez et vous pouvez cacher une partie, alors qu'en matière de justice traditionnelle, on vous conseille, voilà, vous dites la vérité, voilà, au-delà de la vérité, quel avantage on peut vous accorder. Là, ce n'est pas du non-droit, parce que dans le système anglo-saxon, le juge peut demander à un inculpé, dites la vérité, vous pouvez avoir l'économie de la moitié des peines que vous encourez. Ça veut dire que c'est une manière d'aller vite. Alors, donc la vérité est là, la justice est là également. Et ce qui est important également en matière de justice traditionnelle, c'est 2 éléments. Et je vais revenir dessus rapidement. Dans la justice classique, lorsque l'individu est jugé et condamné, il peut être, s'il est reconnu fautif, bien sûr, il est condamné à payer des réparations à la victime. Alors, ça, c'est dans la justice classique. Il se peut que le fautif
il n'a pas un sou pour faire face à la réparation de la victime. En la justice traditionnelle, l'intégralité des réparations est prise en charge par l'État. C'est un aspect important de la justice. L'autre élément, c'est la question des récidives et ce qui revient en matière de justice traditionnelle sous le nom de plus jamais ça, l'engagement de non-répétition. Lorsque vous commettez un acte, on vous met en prison en espérant que vous ne reviendrez pas sur l'acte. Mais beaucoup sortent, il y a des récidives. Mais dans la justice traditionnelle, c'est l'ensemble de la communauté qui s'engage pour que de telles choses ne surviennent jamais. Et pour obtenir cela, il y a des réformes politiques institutionnelles, parce qu'il se peut que les textes qui sont là n'étaient pas suffisamment appropriés, ou bien on met de nouveaux tests garde-fous pour permettre que cela ne survienne jamais. C'est pour cela que je disais que la justice qui est nécessaire, je ne voulais pas parler directement de la justice traditionnelle, puisque nous avons parlé là, au sein de la CODER de la justice, ensuite de la justice traditionnelle, nous avons fait des propositions en pensant qu'on ne peut pas faire l'économie d'un cadre de concertation de l'ensemble de la classe burkinabé, je ne dis pas la classe politique, de toute la nation, pour voir qu'est-ce qu'il nous faut afin de passer de cueil. D'accord. Alors, mais là, ce qui se dégage clairement, c'est la question de la justice transitionnelle. Vous dites il faut la vraie justice, vérité, réconciliation, et voilà. Écoutez, moi je veux tout d'abord dire qu'il faut faire une sorte revisiter le passé pour reconnaître que tous les peuples ont eu leur page noire, tous les peuples. Mais il a fallu à un certain moment, et c'est ça aussi la capacité, la force d'un peuple à pouvoir se sortir justement de ce passé triste-là, c'est de pouvoir s'asseoir les uns avec les autres, discuter et se réconcilier. Donc en cela, nous disons, la réconciliation est un passage obligé. Et je crois qu'il est important de relever ici trois éléments importants qu'il faut réaffirmer. C'est l'engagement même personnel du président du Faso. L'engagement personnel du président du Faso de faire de la réconciliation nationale l'affaire de tout le monde. Et il y a eu des instances qui ont été mises en place. Il y a des espaces qui sont en train d'être mis en place dans le sens du dialogue. Et moi, je pense que ce sont des signaux forts pour dire que le moment est venu de s'écouter, de se parler. Maintenant, que veut-on? Quel contenu nous donnons à cette réconciliation? C'est ça qui nous divise, justement. Mais nous disons, moi je le dis ici, c'est comme si souvent on parle le même langage sans s'écouter. Mais il faut que l'on s'écoute. Nous disons que pour une réconciliation vraie et durable, il faut nécessairement passer par des étapes importantes qui sont celles de la vérité. Moi, à mon sens, la vérité est un élément fort de la réconciliation. Parce qu'il faut situer les responsabilités, il faut la manifestation de la vérité, il faut que les uns et les autres disent ce qu'ils ont commis comme tort, et après, il y a cette étape, la justice. Et les gens ont peur de la justice. Quand on parle de la justice, on a tout de suite peur. Moi, je pense que la justice n'est pas l'objectif, le but final de la justice, forcément, c'est pas souvent de condamner. Pas forcément. Mais le fait que les gens se vident, le fait que les gens reconnaissent leur tort, leur forfait, je pense que c'est important. On peut avancer vers une autre étape, qui est l'étape du pardon, de la réconciliation. Donc, à mon sens, l'étape primordiale, pour moi, qui est la pierre angulaire ici, de la réconciliation, c'est la vérité, la manifestation de la vérité. Alors, monsieur, la manifestation de la vérité, et donc, on retombe sur le coup de la justice classique. Ok, je suis pleinement d'accord qu'il faut la vérité, mais la vérité en tant que vérité ne servira à rien si elle n'est pas sous-tendue par un autre objectif. Je dis toujours ce qui est important lorsque les gens sortent d'un conflit, c'est de trouver les moyens pour qu'ils puissent vivre ensemble. Si la vérité doit encore amener à ce que les gens ne s'entendent pas, je ne pense pas que ce soit ce que nous cherchons. Je suis pleinement d'accord avec l'introducteur qui m'a précisé ce qu'il faut la vérité. Mais la vérité aujourd'hui, est-ce qu'il faut regarder ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui? Ou bien alors il faut tout regarder?
par la vérité. Si nous devons regarder la vérité, regardons au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Vous savez, notre histoire, lorsque je disais que je ne voulais pas parler de justice traditionnelle, mais j'en viens, et c'est un aspect important. Si je me situe au niveau de la transition pour regarder dans deux directions. Sous la transition, il y a eu une commission de réconciliation nationale, et de réforme. Cette commission a élaboré un rapport. Et lorsqu'on regarde ce rapport, ça nous abonde dans deux directions. D'abord, ça regarde le collège des sages. Ce que le collège des sages a demandé, c'est de mettre en place une commission vérité, justice et réconciliation nationale. C'est ce que le rapport des sages a demandé. Et cette commission a été mise en place sous le nom de commission de réconciliation nationale, qui a fait son travail, remis son rapport à l'époque au Premier ministre M. Kadri Désiré Ouédraogo. Et c'est ce rapport-là qui a vu la journée du pardon et puis un certain nombre d'éléments. Alors, et ce rapport, à l'époque, ce rapport, ceux qui ont travaillé sur dans cette commission ont sorti un certain nombre d'éléments, de griefs. Et la typologie des crises, des crimes qui ont été établis à l'époque par cette commission issue du rapport du collège des sages est la même qui a été ressortie sous la transition par la commission de réforme. Et cette commission a également mis en place 5 commissions, je crois, mais ce n'est pas important le nombre, mais c'est la première commission qui était vérité, justice et réconciliation nationale. Et qu'est-ce que cette commission demande? Un, qui est la vérité, la justice, la réparation et l'engagement dans la répétition. Ils n'ont pas parlé de justice traditionnelle, mais ce sont là les éléments de la justice traditionnelle. Ils ont demandé qu'il y ait la flexibilité dans la recherche, la vérité et la mise en œuvre de la justice. Et ils ont réclamé également qu'il soit mis en place une commission de réconciliation nationale sous le nom de Haut Conseil pour la réconciliation nationale qui a été créée. Et ces hauts conseils doivent mettre en place, doivent élaborer, disons, la charte de la transition. Ils sont là-dessus. Et il y a un élément dont on ne parle pas. Il faut qu'il y ait un comité de suivi. Puisque ce qui a été toujours le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas eu de comité de suivi pour mettre en œuvre tout ça là. Pour dire ceci que nous avons beau contester, depuis notre passé jusqu'à notre avenir, il ressort ce qui est fondamental, que nous ne pouvons pas utiliser la justice classique pour trouver la paix, la réconciliation nationale, la cohésion sociale dans notre pays. Depuis le Conseil des sages jusqu'à aujourd'hui, oui, on n'est pas arrivé à apurer les peines qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas arrivé à apurer les peines. Vous voyez, lorsque par exemple, à l'époque où il y a eu le collège des sages et des événements, aujourd'hui, est-ce que certains sont des juges aujourd'hui? Ils n'étaient pas encore majeurs à cette époque-là. Ils sont aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'ils puissent trouver les éléments pour rendre la justice de manière objective? C'est difficile. Ensuite, lorsqu'une crise arrive et que les personnes impliquées sont imbriquées et les faits sont tels que c'est difficile de retrouver et les personnes, des faits en tout cas, parce que la justice doit travailler de façon juste. Or, lorsqu'il y a beaucoup de personnes concernées, le temps est passé et c'est difficile que la justice puisse être rendue de façon sereine. Et ensuite, un mandat d'un chef d'État, ce n'est pas en tant que tel c'est pour développer le pays. Alors, lorsque vous passez plusieurs années, ça passe 5 ans, le pays n'est pas développé parce qu'il y a une crise. Est-ce qu'il faut forcément chercher la vérité, juger certaines personnes, ou alors il faut trouver l'appurement pour aller vite à la Évidemment, réponse. Oui. Évidemment, réponse. Je pense que si depuis 2001, justement à cette fameuse journée du pardon, où on a voulu refermer sur quelque chose qui est pourri, ça n'a pas donné, et même ils le reconnaissent aujourd'hui. Aucun cas, il ne peut pas me citer un seul cas ici, que ce soit les pays d'Amérique centrale, l'Argentine, le Chili, qui ont commencé avec ces formes de justice, avant bien sûr celle d'Afrique du Sud et les autres qui en ont suivi, le Rwanda. Aucun, comme ils l'ont reconnu, ne peut faire l'économie de la justice. Voilà, ce n'est pas possible. L'économie de la justice, quelle que soit la forme, la justice classique ou la justice traditionnelle, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il
ne faut pas qu'ils disent que bon, si les vérités peuvent... Non, 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 il faut le dire et on va évacuer. En fait, on fait ça pour que le loup passif là, on puisse l'évacuer et puis continuer. Maintenant, il a glissé quelque chose insidieusement qui n'est pas vrai. Qu'il n'y a pas de développement, c'est-à-dire que c'est un débat politicien. On ne pose pas les vrais problèmes sur la table. C'est en fait ça le problème. On dit que le pays ne se développe pas, donc voilà, il faut donc revoir les institutions. Ce n'est pas juste. Comme on dit, on occupe le problème, on ne pose pas les vrais problèmes. Quand il y a des rancœurs, peut-être, est-ce que ça ne porte pas un coup aussi? Mais il y a quelque chose que je pense qu'il faut quand même qu'on soit d'accord. Hein. Vous savez, on est passé par une insurrection, on va le dire. On est passé par une insurrection, c'est une insurrection populaire. Et donc, on a remis les choses à plat dans ce pays et on est en train de reconstruire les choses. Donc, il faut que les gens s'embarquent, j'allais dire, dans la reconstruction du pays. Vous savez qu'on ne peut pas décréter le pardon, on ne peut pas décréter tout ce que vous dites. Il faut vraiment surmonter, il faut faire dépassement de soi. Et là, comme je dis, c'est des morceaux qu'il faut coller, ça vient de partout. Mais quand on a avec des discours comme ça, comme je l'ai vu, là, lui, il vient de la CODER. Avant de rentrer ici, je vois Ablassé qui déclare des choses que... Non, mais je dis ça, non, c'est la CODER qui est là. Oui, mais voilà. Non, on défend des positions ici. Ouais. Donc, il ne faut pas dehors avoir un autre discours. Et puis, bon, quand on est devant les plateaux, on dit autre chose. Donc, il faut désarmer, j'allais dire, le discours. Il faut désarmer les cœurs pour qu'on aille vraiment vers la construction du pays, vers une nouvelle citoyenneté. C'est surtout ça. C'est de ça qu'on a surtout besoin. Et de comprendre que désormais, nous sommes dans une forme où la question de la dévolution du pouvoir est définitivement réglée. Et que celui qui arrive là, il faut que les gens, on ne demande pas de venir l'accompagner pour travailler, mais au moins, comme je dis, qu'on s'entende sur des grands principes qui guident le pays, qui permettent au pays de rester sur pied, que l'alternance se fasse d'un pouvoir à l'autre. Alors, Alpha Yabou, est-ce que quelque part, comme il est dit, il n'y a peut-être pas une fuite en avant de certaines personnalités qui peut-être ont quelque chose à se reprocher, qui courent très vite et demandent la réconciliation pour qu'on ouvre peut-être ce qui s'est passé. De se deviner. Voilà. Non, j'aimerais quand même dire un ou deux mots sur l'intervention de l'honorable Ouattara. Je suis content de l'entendre parler de désarmer le cœur et du fait que j'ai dépeint un peu le tableau à noir par rapport à la situation actuelle. Sauf que, mine de rien, ça fait 3 ans et demi que le MPP et donc sa majorité, enfin ses alliés sont au pouvoir. Nous estimons qu'ils ont largement eu le temps de pouvoir justement travailler à désarmer ces cœurs-là. Il a fallu attendre 3 ans et demi pour que la question, non pas de la réconciliation nationale, peut-être que je me trompe ou il y a quelque chose qui m'a échappé, mais du dialogue politique ait été évoqué de manière formelle avec une action après par le président Kaboré. C'est la première fois. Il en a parlé à chaque fois lors des discours de fin d'année, des allocutions de fin d'année, mais ça n'a jamais été suivi des faits. Nous avons assisté à une multiplication. Et il termine, vous allez réagir. Il termine, vous allez réagir. Alpha Yabou a la parole. Allez-y. Assister donc à une floraison d'institutions autour de la réconciliation, le HCRON, le Haut Conseil pour le dialogue, bien sûr, sachant que le CIS et puis le médiateur du FASO existaient déjà. Il y a même un ministère délégué en charge du dialogue social. Tout ça, ce sont des bonnes initiatives, peut-être budgétivores quelque part, donc peut-être pas forcément efficaces. Mais nous, ce qui est le plus important, c'est ce qui a commencé à se faire. Et il faut saluer cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc nous prenons acte que c'est une bonne initiative. Il faut essayer d'être objectif. Et donc, c'est un bon pas. Ceci dit, l'opposition a mis quand même des garde-fous. Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui animée par le CFOP où ils ont mis un certain nombre de garde-fous pour s'assurer que les questions fondamentales qui assaillent les Burkinabés aujourd'hui puissent être posées de telle sorte qu'à l'issue donc de ce dialogue qui, nous l'espérons, ne sera pas seulement politique, pour vous, c'est une opportunité mais prendra pour parler de compte, réconciliation. parce que la réconciliation, aujourd'hui la crise, n'en déplaise donc à mon grand frère et honorable Ouattara, est multidimensionnelle, profonde et réelle au Burkina Faso. Parce que pour aussi que l'on puisse avancer, marcher ensemble et désarmer les cœurs, cela passe aussi par faire un décryptage et donc un diagnostic sans complaisance. Nous aimons tous ce pays, donc nous ne le faisons pas de gaieté de cœur. Quand on constate qu'il y a des divergences, c'est parce que c'est le cœur lourd que nous le faisons. Donc la majorité doit pouvoir avoir le dos large, accepter ces remarques qui souvent sont objectives et constructives surtout, pour que nous puissions déboucher ensemble sur quelque chose. Donc je disais qu'en 3 ans et demi, il y avait largement de quoi régler un certain nombre de questions qui puissent aboutir au rapprochement donc, des différents compartiments qui sont écartelés
au niveau de la nation. Pour dire que la réconciliation nationale aujourd'hui n'est pas une question, c'est pas optionnel, elle est incontournable. C'est un impératif catégorique comme dirait l'autre. Et même c'est une arme très puissante pour faire face aux attaques, notamment à la question de l'insécurité d'une manière générale. Donc aucun Burkinabé censé aujourd'hui ne peut remettre en cause ce principe-là. Mais nous sommes obligés de faire un diagnostic sans complaisance et reconnaître les limites qu'il y a dans le processus. Et pour finir, l'honorable parlait donc de 2001. Je suis content qu'ils le disent. Nous assumons la paternité ensemble avec les principaux leaders de la majorité aujourd'hui. Quand je dis ensemble, vous êtes là en tant que MPP, je suis là en tant que CDP. Donc vos patrons aujourd'hui au MPP étaient nos patrons au CDP et ils sont aujourd'hui au MPP sans nous. Mais je suis un peu surpris de voir qu'ils ne veulent pas assumer leur passé ou leur passif. C'est un passif commun. En 2001, vous savez très bien que c'était nos premiers responsables au MPP. Avec l'appui de vos dirigeants aujourd'hui. Non, nous sommes toujours camarades. C'est important de ne pas faire cette guéguerre-là. Parce qu'on parle surtout de réconciliation. On parle de réconciliation. Absolument. Il faut que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin. Il faut une retenue. Et moi je suis aujourd'hui de la majorité, mais je constate parce que je viens des provinces, je suis député, je viens des provinces, je sillonne ce pays, je constate que le pays quand même est en chantier. Je constate qu'en matière de développement, on a amorcé un certain nombre de chantiers, que ce soit dans l'éducation, ainsi de suite. Donc moi je vais dire, je vais tout simplement dire qu'il ne faut pas souvent indexer, évoquer ce cas du développement-là comme le principal motif pour aller à la réconciliation. Il a dit quelque chose qui est intéressant. Nous sommes tous des fils et filles de ce pays. Et chacun peut jouer sa partition. Mais en attendant, il y a un qui a été élu, qui a eu l'onction du peuple, qui déroule son programme. Je pense que c'est ça qui est important. De voir si les attentes aujourd'hui des populations en matière de développement local, en matière de tout ce que vous connaissez comme éducation, hydraulique, ainsi de suite, qu'est-ce que, quand j'interroge les paysans en brousse, quelle est sa position? Je pense qu'en ce sens, le pays avance, je pense que le pays avance et la réconciliation est un pan pour consolider naturellement la démocratie. Je suis d'accord. La réconciliation est un instrument de consolidation, de renforcement de la démocratie. Mais la réconciliation ne se décrète pas ainsi. Ce n'est pas un bâton magique. Et il prend du temps. Pour se réconcilier, il faut du temps. Amadou, c'est ce que je vais dire. Est-ce que quelque part, justement, vous n'essayez pas peut-être de tracer un autre programme, obliger peut-être la majorité à... C'est la surenchère. Non, je vous demandais de retenir chaque fois où parler les autres, par laisser-nous le temps de parler et puis vous répondre. C'est vous qui avez la parole. Moi, je voudrais seulement ajouter que, depuis que j'ai pris la parole, j'aurais souhaité que l'interlocuteur comprenne que nous sommes en train d'aborder des questions sur un plan technique. Lui, il est là sur un plan purement politique et il ne sait pas de cela. C'est des questions, nous avons beaucoup de choses à dire sur la situation. Voilà. La question de réconciliation, c'est un acte de bonne gouvernance. Parce que c'est la condition pour obtenir la cohésion sociale et l'unité nationale. Mais est-ce que quelque part, ils ont peut-être l'impression que vous changez un peu l'agenda politique de la majorité? Nous ne changeons pas l'agenda politique. Nous allons revenir lorsque qui réconcilier, lorsque nous allons il y aura beaucoup de choses que nous allons dire à cet effet. Lorsque je dis que la question de réconciliation nationale là, c'est un acte de bonne gouvernance, parce que c'est la condition pour aller à l'unité nationale. Et il a surtout fait l'objection que j'ai parlé de développement. Mais peut-être qu'il est dans une bulle, il ne sait pas ce qui se passe. Le pays va mal. Je ne l'ai pas dit d'abord, mais il m'amène à le dire, le pays va mal. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et permettez que je ne l'ai pas interrompu. C'est M. Traoré, allez-y. C'est mon voisin qui a parlé, mais je n'ai pas parlé que le pays va mal. Oui, mais moi, j'estime que si ça n'allait pas, si tout allait bien, le président du Faso, il n'allait pas installer le Haut Conseil pour la réconciliation nationale, qui est lié à la présidence. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui est lié à la présidence. Aujourd'hui, il a demandé au Premier ministre de rencontrer les différents acteurs pour parler de réconciliation. Et avant même que le Premier ministre finisse, il a pris la situation en main. C'est vrai que ça ne va pas. Il y avait urgence à faire quelque chose. Et il a proposé un certain nombre de choses, d'éléments de débat à l'opposition, qui a dit niet. Il y a des éléments essentiels. Lorsque on regarde la situation que vit le pays, les attaques,
les difficultés entre les communautés. Lorsqu'on va seulement parler d'élections, de référendum, dont on ne voit même pas l'utilité, et des codes électoraux, c'est qu'il y a un problème réel là. Donc, les éléments que l'opposition a donnés, je cautionne ça. Je suis très heureux lorsque j'ai vu qu'ils ont modifié fondamentalement la teneur en disant que non, on ne peut pas aller aux différents éléments politiques. C'est même pour ça que les gens disent que c'est entre les politiciens. Or, la situation est telle qu'aujourd'hui, il faut réconcilier toute en nation. Donc, lorsqu'il parle il dit qu'il y a la surenchère de notre part, je n'ai jamais occupé personnellement des fonctions exécutives. J'ai subi beaucoup de choses, je ne viens pas dessus. J'ai perdu des gens qui me sont chers aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils ne l'ont pas perdu. Mais je n'ai pas sur ça là. Moi, j'estime que si vous lisez les éléments que la CODER a demandé, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons salué et nous avons proposé que nous allons soutenir, apporter notre appui au président du FASO dans la question du dialogue qu'il a lancé. Ensuite, nous avons souhaité que ce dialogue soit un processus, que ce ne soit pas un événement qu'on va célébrer, que ce soit un processus au fur et à mesure, parce que le processus prend du temps, mais il faut que la réconciliation aussi prenne du temps. Ensuite, nous avons dit qu'il soit intégral. Intégral, que ça ne concerne pas uniquement les questions politiques, que ça concerne d'autres questions. Les questions sociales, les questions économiques, c'est ce que même les CFO a demandé. Ensuite, nous avons souhaité que ce soit un processus inclusif, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Voilà un peu. Alors, donc, vous le faites si bien. On va passer, parce que le temps malheureusement nous manque, mais justement, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure, qui doit-on réconcilier aujourd'hui au Burkina Faso? Puisque c'est vous qui portez le sujet, je vous laisse la parole. Je vais faire aller à la fin pour revenir. Aller à la fin, c'est quoi? Lorsque j'ai dit, l'objet de la réconciliation, c'est d'obtenir la cohésion sociale pour assurer le développement. Assurer l'unité sociale, l'unité nationale pour assurer le développement. C'est ça. S'il y avait, s'il n'y avait pas la cohésion sociale existait, on n'aurait pas demandé la réconciliation. Il y a un problème. Alors, lorsqu'on dit il faut assurer l'unité nationale, qui a la charge de ça? C'est l'État. Quand il dit l'État, je n'ai pas le gouvernement actuel. L'État est une continuité. Lorsqu'on regarde la clame, disons, les difficultés que les pays traversent, c'est quoi? Il y a, disons, un manque de justice sociale. Il y a un manque d'infrastructures pour les populations. Il y a un manque de protection pour les populations. Ils n'arrivent pas à assurer leur quotidien. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui arrive aux individus. C'est parce que le mal-être là qui réjaillit d'une certaine manière. Alors, c'est l'État qui n'arrive pas à assurer depuis plusieurs années. Pas maintenant, depuis plusieurs années, il y a un cumul de ressentiments qui fait que les populations n'arrivent pas à vivre comme ils veulent. Donc, il y a des difficultés. Pour répondre à la question, est-ce qu'il s'agit d'une réconciliation entre acteurs politiques ou bien c'est la société burkinabé qui doit se réconcilier avec elle? Je vous assure que ça revient à ce que la CODER a demandé. Il faut réconcilier le Burkina Faso avec l'État du Burkina Faso avec les populations. Ce qui existe, ce qui donne matière à réconciliation entre les politiques, c'est infime. C'est infime, c'est quoi? Lorsqu'on va parler de la question du code électoral, des élections, c'est infime par rapport au bénéfice, puisque nous existons pour les populations. Et les populations, ça ne va pas. Alors, donc, c'est l'État qui doit, en réalité, se réconcilier essentiellement avec la population et non le reste. Oui, je pense qu'il y a certains faits qui sont assez clairs, qui peuvent donner des orientations par rapport à la nécessité de se réconcilier, qui peuvent être des indicateurs pour qui se réconcilie avec qui. Il a dit que l'aile politique est infime en termes de réconciliation. Je veux juste ajouter que c'est tout de même cette aile-là qui détient le pouvoir et qui peut donner l'orientation et l'impulsion pour accélérer cela. Même si je suis d'accord avec lui que ce n'est pas ça le plus important forcément. Mais certains faits troublants, Yirgou, 210 victimes, à Ban, plus de 62 victimes, le gouvernement de communautés intercommunautaires. Il y a une OSC, qui s'en occupe, qui a donné 210 chiffres. Oui, et récemment à Arbinda. C'est pourquoi nous donnons les deux chiffres. Vous avez donné pour la société civile, je donne aussi pour le gouvernement pour équilibrer les débats. Et à Arbinda, plus récemment, 62 victimes. Et avec des crises intercommunautaires à répétition, et comme on ne l'a jamais vu au pays. Donc il est évident qu'il y a nécessité de travailler là-dessus pour approcher ces différentes communautés-là. La question politique, ça a été évoqué. Le front social, nous venons de sortir d'une crise longue de près de 3 mois au niveau du MINFED avec les financiers.
et il y a des crises qui sont, des grèves qui sont annoncées au niveau du secteur de la santé, de l'éducation. Nous n'avons jamais assisté à autant de grèves perlées à répétition et voire même interminables et même donc finalement lassantes dans notre pays que lors de ces 3 dernières années. Donc c'est autant de facteurs, autant d'éléments, d'indicateurs précis, parce que vous avez posé la question précise, qui réconcilie avec qui. Donc quand vous voyez que dans tous ces compartiments, et la liste n'est pas exhaustive, il y a donc des mécontentements, il y a donc des sautes d'humeur, une forme de fronde larvée. Il n'y a jamais eu autant de contestation de l'autorité de l'État que ces dernières années. Donc, vous voyez qu'il est plus que nécessaire. Il s'agit de la société burkinabé. Bien entendu. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand on parle de dialogue politique, c'est restrictif, parce qu'il faut, au-delà des politiques, intégrer l'ensemble des forces vives, donc la société civile, bien entendu, qui est incontournable, toutes les autorités coutumières et religieuses qui ont toujours joué un rôle majeur lors des différentes crises et lors des grandes étapes de l'évolution de notre nation. Je suis surpris de voir qu'ils ne sont pas pris en compte, ces différents compartiments-là, dans le dialogue politique national. Je vous remercie en tout cas de reconnaître que des actes sont posés, notamment, comme on dit, le HCRUN est là, on a créé un département sur la question de la réconciliation. Personne n'occulte ça. Comme j'ai dit, allons à l'essentiel. Maintenant, qui doit-on réconcilier avec qui doit-on réconcilier? Mais comme on dit, eux-mêmes ils ont dit, c'est pour ça que j'ai posé la question au début, c'est à quel horizon temporel on situe ça. Et l'autre l'a sorti, ça ne date pas de maintenant. C'est des anciens passifs, c'est des vieux passifs qu'il faut vider. Et la question est nullement technique. Elle est nullement technique, sinon ce serait réglé. C'est une question vraiment de société. Une question de société ne peut pas se résumer à une question technique. Je me méfie souvent même des spécialistes parce que c'est de là que viennent les schémas stéréotypés. Donc je pense que, comme on dit, une nation se construit avec tout le monde. C'est ce qu'on doit comprendre. On doit faire comprendre. Et je crois qu'il faut même, à mon avis, faire sortir la question de la réconciliation nationale. J'allais dire, il faut mettre les politiques en arrière-plan. Parce que les discours n'est pas toujours un discours, j'allais dire, dans la rassembleur d'apaisement. Et ce n'est pas toujours... Mais est-ce que ce n'est pas le contraire? On n'assiste pas... Non, justement, mais c'est eux qui font souvent que c'est braqué. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne sont pas... C'est pas bon dans leur bouche. Voilà, il y a des gens, c'est pas bon dans leur bouche. Quand c'est vous-même qui avez commis un acte et vous êtes celui qui... Vous prenez le micro, vous bavardez, vous dites, bon, il faut pardonner, il faut laisser d'autres faire ça. Donc ça dit que ça crée des blocages inutiles. C'est pourquoi j'ai dit il faut aller vraiment vers cette réconciliation. Tout le monde veut ça. Tout le monde en a besoin. C'est-à-dire que c'est le vivre ensemble, c'est le contrat social qui nous permet de rester ensemble et de faire tourner le pays, comme j'ai dit, pour que, effectivement, aujourd'hui, certains sont de l'opposition, demain, ils vont peut-être trouver au pouvoir et vice-versa. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous veut enseigner à nos enfants. Et que les questions, comme on dit là, le débat puisse se situer sur les questions de développement et régler les questions de dévolution de pouvoir. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça en réalité. Donc il faut régler ça définitivement pour installer une société de plus de justice. Vous savez, comme on l'a dit, les questions d'incivisme, les questions de jugement par soi-même, ça a commencé effectivement quand effectivement on a vu que la justice est un peu délitée et donc les gens ont commencé vraiment à dire bon, il faut soi-même régler. Donc voilà, et ça ce n'est pas bon dans une société. Je pense que c'est comme ça que ça s'est installé jusqu'à ce qu'on arrive là. Et c'est ça qu'il faut régler définitivement. C'est une éducation à faire. Et les politiques, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller à la rencontre des populations et puis prôner ce discours apaisant, comme je dis, désarmer le discours. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Peut-être juste pour compléter en deux phrases. Peut-être en deux petites phrases avant. Deux petites phrases juste pour dire que, abonder un peu dans le sens de M. Ouattara, de Londra Ouattara. Non, juste pour dire que, de ce point de vue, il y a des éléments qui, de mon point de vue, peuvent être pris en compte et qui sont importants. C'est-à-dire, il a parlé du mode d'évolution du pouvoir. Dans tous les pays où il y a eu des exclusions, évidemment, il y a eu problème. Dans tous les pays où on se rend compte que la justice est instrumentalisée pour faire des espèces de règlements de compte, cela pose problème. Et de mon point de vue, c'est des questions sur lesquelles il faudra se pencher, régler, et pour qu'on puisse arriver à ce que vous dites, et dont nous revenons certainement tous en tant que jeunes, à savoir un mode de dévolution du pouvoir pacifié, apaisé et dans le respect des règles démocratiques. Comme on était dans nos temps de parole, on a laissé Alpha parler. Voilà. Je répète une chose que pour avancer, c'est vrai qu'il faut dire la vérité.
il faut regarder le passé. Mais pour avancer, il faut éviter au maximum d'indexer. Moi c'est ça qui me chagrine avec les acteurs politiques. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, on jette l'huile sur le feu. On ne travaille pas à l'éteindre. Sur tous les plateaux, j'ai toujours remarqué, ah non, c'est tel régime, c'est ceci, c'est cela. On ne peut pas avancer en se mutilant ici, politiquement. Merci. Et je l'ai dit parce que ce n'est pas aujourd'hui le MPP et ses alliés qui sont au pouvoir que nous traversons une telle crise. Cette crise-là, elle est née, elle est profonde, il y a des années. Et c'est bien que le grand frère le reconnaisse. Il y a des années. Et il faut, moi, à mon sens... Oui, mais le problème, est-ce que ce n'est pas parce que ce sont les acteurs politiques qui portent le sujet de la réconciliation que peut-être il faut de l'apaisement au niveau des acteurs politiques. Est-ce qu'il ne faut pas laisser peut-être ce sujet à la société civile? Non, voilà. Là où je suis entièrement d'accord que la réconciliation, là, il faut qu'elle soit collective. C'est une responsabilité commune de tous les fils et filles. Je pense. Et il faut que chacun joue ici sa partition. La société civile, les religieux, et puiser aussi dans notre terroir, dans notre patrimoine culturel, tout ce que nous avons comme valeur. Et ça, c'est important. Et parce qu'effectivement, le politique nous tire toujours la couverture que sur soi. C'est des intérêts égoïstes. Pendant ce temps, après cette insurrection, nous avons beaucoup d'attentes en matière de justice. Alors, et donc, je suis d'accord parce que la controverse est en train de disparaître dans ce sujet. Une réconciliation là, on collective commence à faire le consensus. La lettre du président Compaoré qui a été dévoilée la semaine dernière par le gouvernement burkinabé, le président Blaise Compaoré qui écrit à son successeur pour parler aussi de l'apaisement des cœurs, de réconciliation. D'abord vous, puisque vous êtes de la majorité, c'est vous qui avez reçu la lettre. Parce que certains ont parlé de main tendue et donc d'une opportunité pour la réconciliation. La première chose, je crois que c'est la surprise. Ça, c'est la surprise est générale. On n'attendait pas ça de lui, et surtout maintenant. Ça, c'est d'abord le premier élément. Maintenant, comme on dit, pour construire la case commune, la case Burkina, tout le monde est la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue pour construire. Si c'est sûr que c'est dans ce sens, effectivement... Mais, je vous arrête parce qu'il y a un téléspectateur qui nous appelle de loin. Un homonyme parfait d'ailleurs, Lassina Ouattara, qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes en direct. Oui, merci beaucoup. Au fait, moi, je voulais poser ma question à monsieur Traoré Amadou. Au début de l'émission, il dit que la vérité à tout prix, qu'est-ce que ça va nous donner? Je pense, moi personnellement, je voudrais lui demander comment est-ce qu'on peut faire une réconciliation sans vérité, sans justice. Parce que ça c'est en 2001, nous avions vu la journée nationale du pardon qui a été mal ficelée, mais la conséquence a été désastreuse. Mutinerie 2011, insurrection 2014. Aussi, je voulais poser la question, moi, ma contribution, il faudrait que les politiques se mettent en profil bas, laisser la société elle-même burkinabé de faire cette réconciliation. Parce qu'il me semble que chacun tire la couverture de son côté. L'ex-majorité pense qu'elle est victime, que c'est un règlement de compte. Quand j'écoute M. Yago qui est présent, et c'est de l'autre côté mon homonyme qui défend une position, en principe, il faut, à mon entendement, il faut laisser la société civile, les pouvoirs coutumiers et religieux de régler cette question. Et autre chose que moi je voulais dire, au Burkina, en fait, il y a à la limite comme du chantage autour même de cette question de réconciliation.
la société burkinabé n'est pas profondément divisée. Moi, je suis au Congo, mais depuis longtemps. Mais quand je regarde au Burkina, la société n'a pas de problème. C'est jusqu'à très récemment. Et si on veut faire une étude, on trouvera que les tueries qui se sont passées à Arbinda, à Yurgou, on trouvera naturellement de la main politicienne derrière. Tu verras au Burkina, le mot, c'est pas comme au Congo, ou en Afrique centrale, où les divisions sont radicales depuis la base. Même les cimetières sont divisés selon que tu viens du nord ou du sud. Moi, ma femme est Moussi, j'ai des frères qui ont des femmes Bourossi, d'autres ont des femmes Doula. La société burkinabé n'a pas de problème. Il ne faudrait pas que les politiciens prennent notre communauté en otage au prétexte que tant qu'il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de développement. À mon avis, c'est du pipeau, c'est des fonds politiques que les uns et les autres sont en train de vouloir suivre. Merci. C'est des cas politiques. Merci, M. Lassina Ouattara. Merci de nous avoir appelé de si loin. Il répond, après on revient. C'est parce qu'il appelle de très loin que j'ai dû Je vais interrompre. d'abord répondre à la deuxième question. Oui. Pourquoi les politiques et non la société civile? Absolument. On La en a société déjà civile est parlé. un pas important, la société, parce que ce sont des non-élus qui portent quand même les voix des populations. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, lorsque la société civile, à un certain moment, monte ses pachans, ça va être difficile qu'elle s'insère efficacement dans le processus de réconciliation nationale. Vous allez voir dans tous les pays où la société civile a été au centre de la question de réconciliation, c'est qu'elle a réussi à s'y mettre à équidistance et d'un camp et de l'autre. Alors aujourd'hui aussi, dans notre pays là, je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas cité d'autorité, chacun le sait, mais en fait la société civile, une bonne partie de la société civile s'est dévoyée. Lorsque nous sommes en train de créer la CODER, nous avons fait des pas en direction de certains là, mais il y avait des difficultés pour certains même de pouvoir s'insérer avec nous pour agir. Donc c'est dans ce sens-là. Sinon, ce serait bienvenu. La première question. Non, la première question. Ensuite, la vérité et la justice, nous n'avons jamais dit qu'il ne le faut pas. Mais nous disons aujourd'hui que parce que dans toute la société, il y a des règles, dont l'infraction, dès lors qu'il y a une violation, c'est la justice qui intervient. Ça veut dire que partout, dans toute société organisée, il faut la justice. Mais la justice ne peut intervenir que lorsqu'en temps de paix et pour des situations qui ne sont pas massives. Lorsqu'il y a des situations massives, je l'ai dit dès le départ, lorsqu'il y a une obligation, c'est difficile. Et lorsque certains acteurs impliqués dans les problèmes qui sont susceptibles d'être posés sont encore en fonction, la question de vérité et de justice peut être difficile à retrouver. Aujourd'hui, là, en fait, que M. Ouattara le veuille ou pas, là, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient à l'époque, là, depuis 20-30 ans, là, ils étaient là. Aujourd'hui, si on doit retrouver la vérité, c'est eux qui sont là pour être une entrave. C'est pour ça que je dis que ce qui est essentiel, dans une société, lorsqu'une situation comme ça se passe là, c'est vrai, la vérité, si on peut l'avoir, c'est vrai, si ça permet, mais ce qui est surtout important, c'est que cela, plus jamais cela n'arrive. Parce que même si aujourd'hui il y a la vérité et qu'il y a la justice, et que dans 5-10 ans, ça doit encore intervenir, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, plus jamais que cela n'arrive, ça c'est un premier point. Et de deux, les réparations. Aujourd'hui, là, je subis des préjudices. On a jugé, on a retrouvé le coupable. Il a dit la vérité, on l'a jugé ici, assis avec mes haillons, mes amants ne parlent pas à l'école, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que nous disons que ce qui est important, c'est les réparations, que l'individu qui a subi des préjudices puisse avoir les moyens de survivre, qu'il puisse se nourrir, envoyer ses enfants à l'école, c'est important. Et à un certain moment, je crois qu'il y a des actes comme ça qui ont eu lieu. Ça veut dire qu'au temps du président Blaise Compaoré, il y a eu la justice traditionnelle qui a été mise en œuvre sans le dire ainsi là. Et moi, je souhaiterais qu'on regarde dans ce sens-là, puisque qu'on le veut ou pas, il y a un certain nombre de personnalités aujourd'hui qui étaient au pouvoir depuis plus de 30 ans là. Ils ne peuvent pas se régner, bien sûr, là. Donc, c'est ça, là. Je ne laisse pas quelqu'un. Sur la lettre de réparation morale et matérielle, s'entend. Oui. Compléter sa réponse. Oui. Donc, comme je disais, cette lettre-là a surpris tout le monde. Tout le monde. On s'est demandé quelle mouche a bien pu le piquer. Mais comme je dis, c'est toujours la bienvenue tant que vraiment c'est pour la cause nationale. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de regarder un peu qu'est-ce qui a précédé ça. Il y a quand même un certain nombre de facteurs. D'abord, le pays d'accueil, là où il est aujourd'hui, on retient tous un peu notre souffle à l'horizon donc des élections de Côte d'Ivoire. Et puis bon, si d'aventure, comme le président Ouattara le dit, il faut passer à une jeune génération et que c'est une jeune génération qui vient après 2020.
lui-même peut se poser des questions. Est-ce qu'il va avoir la même bienveillance avec ceux qui sont là-bas? Alors clairement, vous êtes en train de dire que ce n'est pas si sincère, ce n'est pas une main tendue, mais peut-être une opportunité peut-être de retour. Oui, parce que surtout que ça c'est venu juste après l'interview du président Kaboré sur la radio allemande, je ne vais pas la nommer, qui montrait clairement que, en tout cas, il a quelque chose à voir un peu avec la situation d'insécurité ambiante que nous avons ici. Et donc, du même coup, ça ressemble un peu, surtout que la lettre a été éventée et médiatisée bien avant, donc ça règle même du même coup, puisque ça quand même, il faut se le dire, il y a une certaine communauté qui veille quand même internationale, qui veille sur des choses. On peut demander effectivement à son hôte de dire, mais il faut que tu parles à ton hôte. Donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose pour montrer sa bonne foi et puis peut-être, j'allais dire, desserrer un peu les taux à ce niveau. Mais comme on dit, bon, on va attendre à travers les actes, comme on dit, qu'on juge le bon maçon et on verra. Avec le temps. Oui, moi je le dis toujours, a priori, une main tendue, ça ne pose pas un problème. A priori, et en soi, il n'y a pas de problème. Une main tendue en période de crise, il faut bien la prendre ainsi, et l'accepter ainsi. Mais en parcourant, j'ai lu un peu les journaux, j'écoute aussi les uns les autres, les Burkinabés. Il y a controverse, effectivement, comme ton émission le dit, il y a controverse sur cette question parce qu'il y a tellement d'interrogations. Pourquoi maintenant le timing de cette lettre-là pose problème? Quels sont les calculs? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lettre? N'est-ce pas des calculs encore politiciens? Est-ce qu'elle est sincère? Ça, c'est autant d'interrogations. Et surtout que ça est tombé à un moment, quoi qu'on dise, le pays a traversé un moment difficile. Il y a les 3 dernières années, c'était les moments de plomb en matière d'insécurité. Et pourquoi, subitement, pendant que des opérations qui sont là, des opérations au niveau des forces de défense, qui sont en train d'engranger des résultats, c'est à ce moment-là on sort du bois. Bon, là, c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous entendons. Mais je dis, moi je m'en tiens aujourd'hui à la réponse du président du Faso. Parce que la lettre a été adressée au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a bien dit qu'il prend acte. Écoutez, n'envenimons pas plus ce débat-là. Je l'ai dit, c'est du wait and see. Et moi, personnellement, je m'en tiens en tout cas à ce que le président du Faso. Voilà, merci. Vous avez eu l'occasion de rendre visite au président Compaoré. Alors, ce soir, vous avez l'occasion de nous dire, est-ce que c'est vraiment une main tendue pour la réconciliation ou bien, quelque part, il cherche une brèche pour pouvoir revenir au pays? Non, ce n'est pas la première fois. J'ai eu l'immense honneur et le privilège de rencontrer, pas seulement que récemment, mais 2 ou 3 reprises, quand j'ai l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, y compris récemment. C'est juste après, voilà. Avant la lettre. Non, mais pour ne pas faire une fixation sur la période. Alors. Donc, pour dire que le président Compaoré se porte à merveille, très bien. Je sais pas seulement. Et il est soucieux. Il est soucieux donc de l'avenir de son pays. Et je pense que ce qui le préoccupe le plus, c'est de voir son pays retrouver donc la quiétude et la paix d'antan. Pour revenir à la lettre, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par les 2 honorables, grands frères, que j'aimerais relever. Il s'agit donc du timing. Juste pour dire que ce n'est pas la première lettre, c'est la seconde lettre. Par contre, il y a un point commun. Ah bon? À chacune des réactions, c'est lié à des accusations. C'est lié à des accusations au plus haut niveau de l'État, en rapport donc avec les attaques terroristes et ou djihadistes dans notre pays. Et selon les liens présumés qui auraient existé entre le président Compaoré et certaines nébuleuses donc, qui sévissent dans certaines régions de notre pays. Donc c'est clairement pour laver son honneur. Il y a un premier aspect. Non, mais c'est les faits, ça ce sont les faits qui sont têtus. Donc ce n'est pas la première lettre, c'est la seconde lettre, avec un point commun, des accusations au plus haut niveau de l'État, ce qui est gravissime. Parce que je ne verrai jamais un chef d'État d'un autre pays indexé de la sorte. Avec peut-être et à 2 reprises, pire, là il n'y a pas de preuve. À 2 reprises, un de ses prédécesseurs
parce qu'il a servi le pays au plus haut niveau, et je pense qu'il a consacré 30 ans de sa vie à ce pays, qu'on le veuille ou pas. Ce caractère patriote, on ne peut pas lui enlever. On est toujours dans la lettre, parce que c'est le lien avec la réconciliation, c'est absolument, très important. Non, c'est lié, on ne peut pas dissocier ces aspects-là. C'est des choses très graves, quand même, qu'on accuse quelqu'un qui a dirigé un pays pendant 30 ans. Mais comme ceux qui ont accusé ne sont pas sur ce plateau pour vous répondre, si le parti est là, ils se sont prononcés là-dessus. L'honorable n'a pas reçu la lettre. Ils se sont prononcés. J'aimerais bien quand même avoir le plaisir. C'est pourquoi je dis revenons sur le lien avec... voilà, peut-être vous pouvez vous poser la question sur... non, je pose pas. C'est maintenant. Non, je pose pas des questions. J'ai dit des faits bien précis. Allez-y. Et c'est 2 faits précis. J'ai dit c'est la 2e fois. Et le point commun, c'est à chaque fois qu'il est accusé au plus haut niveau de l'État. Okay. Et je donne juste un exemple pour illustrer mon propos. Donc c'est tout à fait lié pour dire qu'aucun autre chef d'État n'indexera son prédécesseur dans le monde sur des faits qui ont été prétendument commis dans le cadre de la gestion de son pays. Parce que ce qui est pire, c'est qu'au bout du processus de réflexion, on a eu quand même 27 ans de stabilité, de tranquillité, et en tout cas pas d'attaque terroriste. Ça, ce sont des faits sacrés. Je m'arrête là. Pour rentrer dans le fond de la lettre, c'est peut-être ça que vous attendez, mais la forme aussi était importante. Moi, je retiens certains aspects importants. En tout cas, l'extrait qui nous a été présenté. Et d'ailleurs, l'opinion, d'une manière générale, attend impatiemment le contenu intégral de la lettre. Ça nous permettra d'avoir une vision plus globale. S'il y a eu des fuites, on pense que, en plus, avec une réponse formelle du ministre en charge donc, du porte-parole là et des relations avec le gouvernement, ils auraient pu faire le plaisir avoir l'élégance donc de publier l'ensemble de la lettre. Mais quand cela ne tient, sur les extraits qui sont venus, sur les extraits que nous avons obtenus, absolument pas. C'est des faits précis et qui sont importants. Pour revenir donc sur le contenu. Pour la réconciliation nationale, c'est la question. Donc sur le contenu, il y a des éléments donc que j'ai notés qui sont assez intéressants. D'abord, il marque sa disponibilité en dehors de ses critiques reprise à 2 fois, il marque sa disponibilité à aider le pays pour faire face donc, à la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est l'attitude d'un homme d'État et qui est soucieux du devenir de son pays et de son peuple. Première chose qui a retenu mon attention. Second aspect, il évoque le lien de sang qui l'unit avec celui qu'il a remplacé aujourd'hui, le président Kaboré, à la tête du PCD. C'est quand même des choses qui sont assez fortes. Et le président, comparé connaissance, sa réserve et sa retenue habituelle, c'est des choses qu'il n'évoque jamais. Mais quand il le fait, cela montre, indépendamment de toute considération politico-politicienne, c'est un être humain avant tout et après tout. Cela montre son attachement viscéral à ce pays et même quelque part au président Kaboré. Et donc, pour dire que c'est au-delà d'une main tendue, c'est même une offre, pourquoi pas, politique, et qui pour moi est une chance formidable, comme l'a dit le président Diabré, et toutes les bonnes volontés dans le contexte actuel, surtout avec l'expérience qu'il a, sont les bienvenues. Alors, je permets aux deux de vous répondre parce que vous avez dit un certain nombre de choses. Je ne suis pas là pour répondre à des attaques, mais je vous permets... Ce n'est pas des attaques, c'est pas fait d'attaques. Voilà, allez-y. Faites des observations. Non. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que j'ai dit, en tout cas, le président a pris acte, nous tous nous prenons acte. On va juger ce nouveau faiseur de paix aux actes. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Parce que quand même, de toute façon, on est dans ce pays, comme on dit, on se connaît. Voilà, on ne va pas étaler. Voilà, on va pas. C'est un nouveau visa. On ne va pas étaler tout sur le plateau. Sur le plateau ici, voilà, comme on dit, on se connaît. Voilà, dans les petits détails. Voilà, c'est pas tout qu'on va dire ici. La lettre du président Blaise Compaoré, du président Marquis Sangaboré, dans l'esprit et la lettre. Dans l'esprit parce que cela vient juste après des accusations fortes que le président Roch a fait à son encontre sur une radio internationale, ou en tout cas pour tout être humain, c'est difficile à accepter. Oui. Mais malgré cela, il a pu dépasser sa rancœur pour tendre la main, écrire une lettre, parce que c'est tendre la main. Et pour 3 éléments. 1, je compatis à ce que ressentent les Burkinabés au regard de cette situation. 2, je suis prêt à apporter ma contribution
et sur la question sécuritaire et sur la question de réconciliation nationale. C'est un sens élevé de la personnalité, de ses responsabilités en tant qu'homme politique, mais surtout en tant qu'humain. Et je voudrais surtout que l'on comprenne que lorsque un homme propose une offre clairement comme ça, là, il est bon de prendre la main. C'est vrai que le président en a pris acte. Et il y a une question qui a été posée. Pourquoi maintenant? Vous savez, l'oubli, c'est la faculté d'oublier, c'est l'une des meilleures facultés que Dieu donne à l'homme. Il y a de cela 3 ans, cette lettre n'a même pas été lue, tellement il y a voilà. Aujourd'hui, les cœurs sont apaisés, et de nos côtés, le gouvernement d'ici, et de son côté, et des populations, jusqu'à ce qu'on puisse en parler. Et c'est ça, moi, je souhaiterais que notre ami qui est là, je disais que j'ai suivi des sujets, il doit sortir sur le plateau ici, mais en fait, lui n'est pas désarmé jusqu'à présent, et c'est ça que je comprends. Il faut qu'il désarme son cœur là-bas. Alors, voilà. Donc, Léonel je souhaiterais Congo que... nous appelle, il est en ligne. Nous allons permettre à Léonel Congo de poser sa question ou de faire son commentaire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Ok. Je voulais seulement dire que par rapport à la réconciliation, je pense que l'ensemble des Burkinabés est d'accord sur le principe de la réconciliation. Et d'ailleurs, quand vous regardez, on pourrait dire que les gens même sont déjà réconciliés. Monsieur Yakou sur le plateau, bon, je peux dire que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Voilà, qui fréquente les milieux qu'il veut. Et ceux de la CODER, c'est des gens aussi que tout le monde connaît, qui fréquentent ces mêmes milieux. Donc, quand vous regardez au sein de la société, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est comme s'il y a une certaine classe qui se sent un peu mal à l'aise par rapport à certaines situations. Voilà. Et quand on dit la réconciliation et que certaines personnes disent non, il faut qu'on aille directement à la réconciliation sans passer par la justice. On serait tenté de demander qui a peur de la justice? Qui a peur de la justice? Est-ce qu'aujourd'hui, si des gens acceptent aller à la justice, mais les gens vont les pardonner si effectivement ils reconnaissent leur tort. Mais quand on regarde certains comportements et même certains propos, on n'a pas tout l'air que certaines personnes même sont prêtes à reconnaître certaines choses. Et ça, c'est dangereux. Moi, je suis d'accord avec le prédécesseur du Congo qui disait que c'est mieux que la société civile prenne l'affaire en main. Parce qu'on dirait que les politiciens, c'est comme une machination en fait. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut simplement laisser les choses aller de façon naturelle. On fait la justice, vérité, et on se réconcilie. Voilà. Tous ceux qui seront peut-être considérés comme auteurs ou bien victimes, mais ils vont se pardonner. Déjà, nous vivons ici ensemble sans problème. Mais quand on se stigmatise, quand déjà on indexe, on dit que toi aussi tu étais dedans, toi aussi tu as fait cela, mais même s'il était dedans, aujourd'hui il vous dit oui, allons-y à la justice, et vous dites non, il ne faut pas qu'on parte là-bas. C'est comme si vous-même vous avez quelque chose à vous reprocher. Donc, M. Yagou avec M. Traoré, moi je pense qu'il faut avoir foi à notre justice. Voilà, c'est ces mêmes institutions-là qui nous ont dit jusque-là. Et si on dit que voilà, c'est comme si la justice était guidée pour rendre, comment on appelle ça, pour épingler des gens, non, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, je pense que nous devons faire confiance à nos institutions et aller à la justice. Quitte maintenant à se pardonner, c'est tout. Voilà, donc c'est ce que merci, on vous a compris, on a compris l'essentiel de vos propos. Vous avez été interpellé. Non, je pense que le fait de pouvoir vaquer à mes occupations, comme n'importe quel citoyen burkinabé, ce n'est pas forcément synonyme de réconciliation, de mon point de vue. De mon point de vue, la réconciliation va au-delà de la libre circulation des personnes. C'est un acte fort, émanant donc d'une conscience populaire au plus haut niveau de l'État, en prenant en compte les différentes forces pour essayer de résorber certaines difficultés. Et je suis content d'avoir entendu l'honorable Nkwandé parler de crise profonde depuis 3 ans. Ce sont ses propos. Cela veut dire qu'il y a un réel problème qu'il faut accepter, de regarder en face. Et donc, pour que je puisse me sentir, je dirais, bien dans mon pays, il faut que je ne me sente pas stigmatisé. Il y a un moment ici où j'ai été interpellé, je dirais quasiment chaque semaine,
voilà, pour être écouté pendant 8 heures, 9 heures d'affilée, simplement pour mes activités économiques. Écoutez bien l'argument, pour activisme politique débordant. J'étais quasiment empêché de mener mes activités ici au Burkina. Donc vous rejoignez le téléspectateur qui dit que là, tout est rentré dans l'ordre. Relativisons beaucoup les choses. Quand on regarde ce qui se passe actuellement au palais de justice, à Ouagadougou 2000, à la salle des banquets, avec le procès donc, du putsch, qui paradoxalement se fait avant le procès donc, des événements des 30 et 31, qui lui est antérieur. Donc, si on veut suivre la logique, de mon point de vue, les événements des 30 et 31 auraient dû faire l'objet d'un procès, donc bien avant, ou au pire, concomitamment, avec le procès du putsch manqué. Donc, donc c'est pour dire que pour que la réconciliation soit réelle, il faut qu'on ne sente pas une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur nos partisans, nos militants et même parfois nos sympathisants. Il y a les procès des ministres, donc, du dernier gouvernement du président Compaoré qui est en attente. Et ils sont pour la plupart, sinon pour tous, inculpés. Donc le procès se fera un jour ou l'autre. Donc qu'on le veuille ou pas, c'est une pédagogie. Il y a des Burkinabés et de nombreux Burkinabés de grande valeur qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui sont des exilés politiques et ou économiques. Forcément, c'est un manque à gagner pour le pays. Donc, pour que cette réconciliation puisse être réelle et que tous les Burkinabés, ce n'est pas une question personnelle, hein, l'ensemble des Burkinabés puissent se sentir pris en compte dans la question de la réconciliation, il faut que l'employé qui a perdu son boulot parce que son patron ou sa patronne a quitté le pays depuis 2014 et qu'il y a certains qui comptaient près de 1200 employés qui ne sont pas là aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, vous allez difficilement expliquer à ce monsieur-là que nous sommes réconciliés parce qu'il est libre de circuler à Ouagadougou. Ça, ce n'est pas une vérité. Quand un parti ou des partis, la NAFA, entre autres, pas seulement que le CDP, sont amputés par rapport à certains de leurs leaders, de manière, je dirais, un peu, entre guillemets, pour ne pas dire douteuse, on ne peut pas parler de réconciliation. Donc, c'est des questions, de mon point de vue, qu'il faut régler de manière franche, sincère, mais inclusive. La case justice pose problème. Vous allez répondre avant qu'on arrête. Tout à fait. Mais pour terminer avec la lettre, juste un commentaire. Non, je voudrais que vous réagissez sur ça. Oui, sur bon, c'est des propos qui l'engagent, mais je pense que sur la question de justice, c'est juste là on en est. Donc la justice, je pense que ce qui se passe à Ouagadougou 2000 en a parlé, mais attendons la fin, c'est en train de se faire. Donc on va à la fin du procès, on saura à quel degré de responsabilité chacun se situe. Et ceux qui n'auront rien à se reprocher, à ceux à qui la justice ne va rien retenir, ben, ils vont être relaxés. C'est ça qu'on dit. C'est cet exercice-là auquel il faut accepter de se soumettre. Il ne faut pas faire comme vouloir dire que c'est des gens délibérément qui ont voulu, comme il dit, amputer certains responsables des partis. C'est ça que je dis. Bon, vraiment, il ne faut pas tout politiser. Voilà, il ne faut pas tout politiser. Il faut un peu faire confiance à nos institutions. Tant qu'on ne va pas faire confiance à nos institutions, tant qu'on va passer par le moule des institutions, mais on va toujours faire des procès d'intention qui ne sont pas fondés. Attends, j'arrive tout à l'heure. Je termine tout à l'heure. Quand il a dit que c'est des accusations sans preuve, qu'est-ce qu'il en sait? Voilà. Quelqu'un à ce niveau de responsabilité de l'État ne peut pas avancer des choses comme ça sans preuve. Mais attendons de voir. Emmanuel Lankondé, avant qu'on mette fin à l'émission. Moi, je voudrais dire, je veux restituer, mon ami Yago, je veux restituer que j'ai dit que les crises sont profondes depuis le passé. Je n'ai pas situé tout simplement, de manière générale, comme mon frère l'a dit ici. Mais moi, je répète et je retiens ceci, qu'il nous faut éviter d'aller à une réconciliation au rabais. Il nous faut éviter d'aller à une réconciliation escamotée. Moi, je pense qu'il y a des étapes fondamentales. Dans notre société traditionnelle, pour que je sois pardonné, il faut que je reconnaisse mon tort. Donc, pour moi, le passage obligé là, c'est la vérité. La vérité concerne tout le monde. Mais il faut bien la dire pour se pardonner et se réconcilier. Donc, évitons de recevoir à la longue, parce que si nous construisons mal cette réconciliation, elle va nous retomber sur la figure. Et ça sera, en tout cas, beaucoup plus dangereux pour nous tous.
le député On va plus faire de tour de table. du mouvement du peuple pour le progrès. Non, c'est une réponse à ce que vous venez de dire, donc on ne peut plus vous donner la parole. Alors, nous avions sur ce plateau l'honorable député Lassina Ouattara, il était là au nom du mouvement du peuple pour le progrès. Monsieur Alpha Yago, du Congrès pour la démocratie et le progrès. Monsieur Emmanuel Lankwande, il est aussi honorable député, du Nouveau Temps pour la démocratie. Et puis, monsieur Amadou Traoré, du Parti Les Républicains. Et il représentait aussi la CODER sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis, qui avez appelé pour participer à cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps pour en discuter davantage, mais nous y reviendrons certainement dans nos prochaines émissions. Le journal, c'est tout à l'heure avec Monida Kéré.